Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. En ce moment, malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça n'arrête pas. Heureusement, le 6 mai dernier, plus de peur que de mal avec les Frecce tricolori. Alors il y a quelques mois, on vous parlait de la patrouille de France et de sa triple éjection assez impressionnante. Les Frecce tricolori qui étaient du côté de Pantelleria, on est au large de la Tunisie sur une petite île. Et ils ont eu un peu plus de chance, ils ont réussi à ramener les avions, même si vous allez vous rendre compte que les avions ne sont pas en très bon état et risquent d'être indisponibles un certain temps. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va s'intéresser à cette petite île espagnole un petit peu perdue dans le sud de la Méditerranée. Ensuite, derrière, petit rappel historique sur la seule patrouille aérobatique au monde qui met en œuvre 10 avions. Vous allez vous rendre compte, des fois, ça a fait du mal, par exemple le 28 août 1988 à Ramstein. Et ensuite, nous allons décortiquer ces images. Et vous allez vous rendre compte que vous avez patrouille de 4, une formation qu'on appelle le diamant, qu'on faisait souvent en super étendard, qu'on faisait en rafale également. Et vous avez en fait le charognard, celui qui est là, le 4 qui est venu taper son leader, qui était juste devant. Non pas comme ça, mais sur le dos. Allez. Juste après le jingle. Pantelleria, c'est une ville assez intéressante. Vous avez un terrain qui est juste à côté et qui a deux pistes. Des pistes assez courtes, 1220 mètres, 1675 mètres, mais surtout deux hangars souterrains assez gigantesques, 340 mètres de long, 26 de large, fabriqués en 1939. Un s'appelle Nenni, l'autre s'appelle Bartoli. En 2016, il n'y a plus officiellement de base militaire, mais il y a maintenant un détachement militaire sur cette île italienne. Et les Frecce tricolori ont commencé leur saison. Cette année, ils devaient faire 21 démonstrations, 14 survols avec les fumigènes. Une démonstration assez classique, avec en point d'orgue le 6 et le 7 septembre, au niveau de leur base principale, là où ils sont basés, à Rivolto, la fête pour leurs 65 ans. Parce que les Frecce, ça remonte. Alors même ça remonte beaucoup, si on reprend un petit peu l'histoire. C'est dans les années 20 que certains pilotes de combat se sont dit que le vol en patrouille, la voltige en patrouille, entraînait les militaires à toutes les spécificités du vol militaire. Donc vous êtes sur de la rigueur, de la coordination, de la communication, de la voltige, de la dextérité et surtout cela crée de la confiance. En 1928, il y a eu la première patrouille militaire italienne avec des Fiat CR1, c'était 3 biplans, et après, petit à petit, ça s'est développé. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1952 qu'avec des DH-100 Vampire, ils ont fait les Cavillo Rampante. Rapidement, l'armée de l'air italienne, c'était d'autres formats à l'époque, a eu 5 équipes de démonstration. L'état-major s'est dit, on va ranger tout ça, notamment d'un point de vue RH. Le 1er mars 61, ils ont 313e groupe de démonstration aérienne. Le 1er mai, première démo, 6 F-86 de fabrication américaine, spécialement modifiés pour faire de la fumée. En 63, donc 2 ans après, ils sont passés à 9. C'était les Fiat, les G91 PAN. Les PAN, c'est des versions spécifiques modifiées pour la patrouille, avec notamment des fumigènes et des fois des réservoirs en moins. En 66, ils ont rajouté le solo, c'était donc 10, les seuls au monde. Et en 82, ils sont passés au MB339 qu'ils utilisent encore actuellement, même si, en septembre dernier, ils ont annoncé que les 339 allaient être remplacés par les M346, qui sont les nouveaux avions d'entraînement pour l'armée de l'air italienne, qui sont actuellement basés à Decimo Manu. Il y en a 15 qui ont été commandés exprès pour les Frecce. Pour la petite histoire sur les 339 des Frecce, la version
pendant du coup la panne, vous avez deux petits réservoirs, dedans il y a du pétrole, mais il y a également le fumigène. On avait parlé d'eux sur la chaîne, c'était en septembre 2023, décollage de Turin, collision aviaire, crash de l'avion qui s'était malheureusement abîmé sur des personnes qui regardaient en bout de piste, dont une petite fille de 5 ans qui n'avait pas survécu. Le pilote avait réussi à s'éjecter. Au niveau de nos trois protagonistes avec les avions abîmés, vous en avez deux qui viennent du Tornado et un qui vient du Typhoon. Un a rejoint l'équipe en 2019, donc ça fait un temps dans l'unité qui est extrêmement long, 6 ans. Un en 2000, on a 5 ans dans l'unité, et un, Bastoni, lui c'est en 2024 qu'il a rejoint l'équipe. Juste avant de rentrer dans le détail, petite spécificité des Frecce. Les Frecce, ils volent à 10 et ils vont se séparer. Quand ils se séparent, vous avez le solo, rajouté en 66, qui est tout seul de son côté. Vous avez donc un bloc de 5 et un bloc de 4. Le bloc de 4, formation de diamant. Et à Rammstein, en 88, c'est le solo qui était venu percuter tout ça. Alors le solo est arrivé trop vite, trop bas, et un peu trop tôt sur le timing, a percuté le bloc de 4. Un des pilotes a essayé de s'éjecter, mais c'était trop tard. Un a fini sur le Black Hawk, l'hélicoptère avec les secours. Et un autre a terminé sur un vendeur de glace, ça a été une catastrophe. 3 membres d'équipage décédés, 67 victimes au sol, 450 blessés, 1500 personnes qui ont dû être suivies psychologiquement. Je sais que certaines personnes qui suivent la chaîne étaient présentes ce jour-là. Ça a marqué l'histoire de l'aviation. Et depuis, meeting aérien et Allemagne ne font pas bon ménage. On va regarder un petit peu dans le détail les images. Comme vous le voyez, on a la séparation. Tout a l'air de bien se passer, même si nous ne connaissons pas les vitesses. La spécificité, c'est qu'on a notre bloc de 9 et il y a un leader. Tout le monde suit le leader, en fait, là, pour être précis, du bloc de 10. Après, on a l'éclatement. Lors de l'éclatement, le solo suit le nouveau leader du bloc de 4 et après part dans sa trajectoire. Le bloc de 5, avec toujours le même leader, fait sa vie. Grosse difficulté, c'est que le leader du bloc de 4 était initialement équipier. C'est pas lui qui décide du top séparation, donc il commence à leader sa patrouille, avec la responsabilité qui est associée, avec des paramètres qu'il n'a pas décidés. Il fait avec ce que lui donne le leader macro. Ça part sur le dos tout en tournant, et là on est sur toujours des phases un petit peu délicates en termes de pilotage, même si pour les équipiers, en tout cas dans la manière dont j'ai été formé en termes de pilote, c'est toujours à l'équipier d'assurer l'anti-abordage. Chacun connaît un petit peu une zone où il peut partir si besoin. Typiquement, quand vous êtes en diamant comme ça, les ailiers peuvent partir sur les côtés et derrière, vous sortez un coup d'AF, vous tirez, enfin il y a pas mal de portes de sortie possibles. Maintenant, regardons un petit peu la disposition. On a le 6 qui est devant, on a le 7 qui est à gauche, le 8 qui est à droite et le 9 qui est derrière. On est sur le dos, donc on retourne tout ça par rapport à ce que l'on voit. Le 6 est revenu au sol avec son haut, avec le haut de la dérive, coupé. Juste derrière lui se trouve le 9. Le 9 a enfoncé l'avant de sa dérive. On a également une photo où on voit une aile droite très abîmée. Probablement au 6, mais on n'est pas sûr. Certaines personnes parlent également d'une collision aviaire. On n'en sait pas plus pour l'instant. Au niveau des images, attention à la distance et au zoom, l'impression que cela donne, notre leader, le 6, le 9, alors qu'ils sont sur le dos, vous avez, dans cette phase de basse vitesse, le 9 qui vient se rapprocher du 6. On sait que le 6 a les hauts coupés, on sait que le 9 a l'avant de la dérive abîmée, et on sait que le 8 sur le côté est sorti de piste. Vous avez 3 heures. Les conclusions de l'enquête sortiront dans la presse et seront publiées. Il n'y aura absolument rien de classifié, donc ça nous permettra d'ici un an de savoir exactement ce qui s'est passé, surtout qu'en plus il y a probablement des caméras qui enregistrent à l'intérieur des avions pour faire de la com. Les leçons qu'on peut en tirer sont assez simples. La première, c'est celle des points clés avec les vitesses à respecter dans vos figures. Quand vous faites de la voltige, vous avez des points clés. Pour pas partir en boucle, il me faut une certaine hauteur, une certaine vitesse. Je tire sur le manche. Quand je suis vertical, je viens m'assurer que je suis à une certaine vitesse, plus ou moins certains paramètres. Si ce n'est pas bon, je fais une sortie de cabré. J'arrête ma boucle, sinon je vais me retrouver avec pas assez de vitesse et ça va mal se passer pour moi. Ensuite, quand je suis sur le dos ici, je viens vérifier ma vitesse et ma hauteur. Si je suis trop bas, je ne descends pas. Si je suis trop rapide pour mon altitude, je ne descends pas non plus parce que je n'aurai pas le rayon suffisant pour descendre. Donc là, on a une porte de sortie qui remet les ailes à plat. Quand on est dans la verticale descendante, je peux varier ma cadence, c'est également une possibilité.
Bref, vous l'aurez compris, on a ces différents points clés à respecter. Et fonction de votre écart par rapport au point clé idéal, cela va influencer sur votre manière de piloter. Quand vous êtes équipier, le monde autour de vous vous importe peu. Tout ce qui compte, c'est la référence. On a déjà parlé sur la chaîne. Vous devez être au bon étagement, au bon retrait, au bon écartement. D'ailleurs, si le vol en patrouille vous intéresse, on a 2 dates de stage disponibles cet été sur Arcachon pour voler avec nous directement au-dessus du bassin sur nos petits ULM avec ULM Sud Bassin. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre site web. Venez voir sur debrief.org, allez sur voler avec nous, vous allez voir, on vous a préparé une page, vous pouvez postuler. Et je vous rassure tout de suite, on ne fera pas de vol d'eau, on fera du étagement, retrait, écartement. Pourquoi ? Parce que c'est la méthode. Et que vous soyez vertical, que vous soyez sur le dos, que vous soyez en vol rectiligne horizontal ou en virage, c'est ce que l'on attend de l'équipier. Et si l'équipier se retrouve dans une position où il ne maîtrise plus sa trajectoire par rapport à l'autre avion, fonction de sa position, fonction de la phase de vol, vous devez avoir une porte de sortie. L'équipier sur le côté peut partir par là. En dessous, généralement, tu vas pousser, tu vas pouvoir descendre. Attention, néanmoins, tu risques d'accélérer. Donc la phase sur le dos est toujours une phase délicate, mais tu peux relâcher un petit peu ta pression / ta cadence. Normalement, tu as l'énergie nécessaire pour t'éloigner un petit peu et après reprendre derrière. La problématique serait quoi? Serait que si tu n'as pas assez d'énergie en sommet de boucle, relâcher ta cadence peut être compliqué. Auquel cas, tu as une autre possibilité qui est de freiner, soit par la réduction au niveau des gaz, soit avec des aérofreins si tu en as, pour venir t'écarter un tout petit peu et te déconflicter. Le principal travail du pilote de combat, c'est d'éviter l'abordage quand il est équipier. Maintenant, si des professionnels se sont fait avoir, on peut tous se faire avoir, c'est un petit peu le concept de crash. Il y a plus beau, plus riche, plus intelligent et plus expérimenté qui s'est fait avoir. C'est pour ça que l'on soit voltigeur, amateur de sécurité des vols ou pilote même à la patrouille de France, je pense que tout le monde attend avec beaucoup d'intérêt ce compte rendu pour savoir comment les Frecce Tricolori, qui ont quand même très bonne réputation, ont pu se faire avoir, mais également quelles décisions ils ont pris après l'abordage pour ramener leurs avions en très mauvais état. Car la contrôlabilité de l'avion étant engagée, on a normalement dans l'armée des procédures avec un retour avec un avion dont l'intégrité est douteuse, vous allez généralement rajouter la vitesse, revenir plus vite. Là, la piste n'était pas forcément très longue. On voit que le 8 fait une sortie de piste à cause d'un problème de contrôlabilité apparemment au niveau de l'avion. Très intéressant également de voir de combien ils ont augmenté leurs paramètres d'approche. À vue de nez comme ça, je pense qu'ils ont facilement rajouté 15, 20, 30 nœuds sur leur vitesse d'approche. Pourquoi? Parce qu'en allant plus vite, vous êtes généralement moins gêné. Mon père, par exemple, s'était fait rentrer dedans en Mirage 3. Il était arrivé beaucoup plus vite que la normale. Le Mirage 3 arrivait déjà rapide. Heureusement, la piste était longue. Donc, pas mal de choses intéressantes que l'on retrouvera dans le compte-rendu d'accident. On vous en parlera quand il sort. D'ici là, retenez ça. Et cette spécificité des Frecce Tricolori, qui est quand même pas banale, avec cet éclatement où vous êtes initialement équipier et après, vous vous retrouvez à leader une patrouille de 4 quasiment directement sur le dos. Il faut donc énormément de coordination. C'est pas pour rien s'il y a peu d'armées qui font ces meetings à 10 et accessoirement, il faut quand même beaucoup de matériel et de pilotes, donc de RH immobilisés pour faire ce genre de présentation. Ça a un coût dans tous les sens du terme, non négligeable pour l'armée de l'air. À très vite et fly safe.